Élu en 1976 dans Laurentide-Labelle et réélu à plusieurs reprises, Jacques Léonard est un homme politique discret, courageux, intègre. Il est avant tout préoccupé par la souveraineté du Québec et par son comté. Jacques Léonard fut un ministre influent dans les gouvernements Lévesque, Parizeau et Bouchard. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Léonard. Bonjour, M. Morin. Vous, de l'option du oui, les souverainistes, vous avez perdu par une mince majorité. Est-ce que vous avez vu, dans les jours qui ont suivi, disparaître presque à tout jamais l'objectif que vous étiez fixé? Pas quant à moi, parce que pour moi, c'est un résultat nul. À 25 000 votes qui balanceraient, c'est-à-dire 50 000 votes, là, 25 multiplié par 2, c'était un résultat nul. La suite des choses a fait que ça a glissé. Mais pour moi, je suis d'accord pour respecter le jugement de la population. Au fond, on était minoritaire, on l'a respecté. Par ailleurs, il ne faut pas se cacher qu'en notre sens, il s'était passé bien des choses, bon, mais la prochaine fois, il faudra le gagner pour vrai. C'est ça que ça veut dire. Au lendemain du référendum, M. Parizeau a démissionné. Oui. Ça vous a fait quoi de le voir partir? C'est arrivé très vite. Le lendemain, il avait pratiquement dit avant que s'il perdait le référendum, il n'était pas question qu'il reste là. Puis comme il l'avait dit, il était un peu comme forcé de le faire. Je ne suis pas sûr, après coup, que ça a été... En tout cas, on ne discute pas, on ne fera pas l'histoire, c'est ça qui est arrivé. Mais ça a été comme si on acceptait le résultat référendaire plutôt que de dire c'est un résultat nul, on y revient, puis on y reviendra. Ceci étant dit, moi, c'est sûr que c'est pas les choses les plus agréables à entendre que de dire au lendemain d'une bataille terrible que le premier ministre s'en va. Mais avant de partir, M. Parizeau, vous avez nommé au transport un ministère que vous retrouviez. Vous en 1994, fin septembre 1994, j'ai été nommé ministre des Transports. Oui. Est-ce que vos priorités avaient changé par rapport à ce que vous aviez vu une dizaine d'années plus tôt? Oui, mais je retrouvais le même ministère, mais les priorités, c'est sûr qu'elles auraient été modifiées, ça c'est sûr. Mais c'est un ministère que j'aimais beaucoup parce que c'est un ministère très opérationnel, très factuel, avec des dossiers très concrets, des décisions qu'il faut prendre, des budgets qu'il faut attribuer, telle route qu'il faut refaire. Bon, moi, ça allait. Après ça, il y avait toute la définition des transports. Je l'avais un peu amorcé en 84. Enfin, je l'avais déjà en moi, mais pour moi, les transports, c'était plus que la voirie. Pour moi, ça comprenait les chemins de fer, ça comprenait l'aviation, bien qu'on en était sorti, en quelque sorte, avec la faillite de Québécois. Et puis, ça comprenait le transport maritime. Les Québécois ont une richesse incroyable avec le transport maritime. Le fleuve Saint-Laurent, c'est une voie royale vers l'accès au continent nord-américain. Et dans le même temps que le fédéral abandonnait les ports, pour moi, il fallait revenir au transport maritime. Puis avec la mondialisation, l'ouverture des marchés, c'était
pour moi, il fallait revenir sur cette question-là, alors que le fédéral lui-même s'en sortait. Et après ça, au Conseil du Trésor. Ouais. Et là, avec l'arrivée de M. Bouchard, c'est l'objectif du déficit zéro. C'est vous qui tenez en quelque sorte les dépenses de l'État. Comment vous avez abordé tout ça? D'abord, il faut dire une chose. Dans les plans sur 3 ans ou 4 ans de M. Parizeau, il y avait aussi le zéro. Et donc, on s'alignait vers un contrôle des dépenses beaucoup plus serré, parce que ça, c'était un des facteurs, l'explosion des dépenses. Avec M. Bouchard, ça a été la dramatisation. Et puis, ce qu'il a fait, qui était un geste politique majeur, c'est qu'il a d'abord réuni à Québec l'ensemble du monde économique à la conférence de Québec au début de 1996. Et ça, je pense, c'est un geste majeur qui a conduit aussi au sommet de Montréal à l'automne. Alors, là-dedans, évidemment, j'étais président du Conseil du Trésor. Alors, tout a consisté à la démarche, comment faire, puis comment respecter les objectifs qu'on se donnait. On a fait, ça avait été lancé par M. Parizeau, mais là, on l'a appliqué vraiment de façon systématique, le principe des enveloppes fermées, où, dans le respect de l'équilibre global, chacun des ministres devait respecter son enveloppe après qu'elle ait été attribuée par le Conseil des ministres. Alors, ça a été une vaste opération, mais je crois pouvoir dire que l'ensemble des ministres a collaboré. Et puis, ça s'est avéré un succès au bout du compte. Quels que soient les hauts et les bas, le gouvernement du Québec a réussi à contrôler ses dépenses. Alors, je l'ai très bien vu quand je suis allé au fédéral après pour travailler avec le Bloc québécois. Le fédéral a augmenté ses dépenses de 8,2 %, confirmé par le Conseil du Trésor fédéral sur une période de 5 ans, alors que nous, on s'en tenait dans la même période à l'ordre de 3,5 %. Quand on parle de milliards, là, il s'agit de centaines de millions et des milliards, même dans le cas du fédéral. En même temps, vous étiez ministre de la fonction publique et de l'administration. Avez-vous apporté des modifications dans ces J'ai déposé une loi pour modifier la loi de la fonction publique, le rôle du Conseil du Trésor. Quand je dis une loi de la fonction publique, une loi qui a porté sur l'administration publique, qui comportait aussi des modifications sur la fonction publique. Ça, c'était une loi d'orientation que je considère importante. En 1998, aux élections, sous M. Bouchard, le PQ reste au pouvoir, vous êtes réélu dans la belle, mais les libéraux ont un pourcentage de vote légèrement supérieur au Parti québécois. Quelle leçon vous avez tirée de ça? C'était un constat assez pénible. Nous avions une majorité de députés, sans conteste, mais le vote populaire a baissé. Alors que toutes les indications auparavant étaient à l'effet que le vote populaire atteindrait et dépasserait même 50 %, ce qui aurait donné un mandat à Lucien Bouchard de reprendre le dossier de la question nationale. Mais avec un vote comme celui-là, M. Bouchard a été comme paralysé. Je crois que d'un point de vue démocratique, il ne pouvait pas relancer cette question-là en ayant une perspective raisonnable de gagner l'élection, de gagner un nouveau référendum. Ça a été les conséquences de cette élection-là sont beaucoup plus graves que ce qu'on veut bien l'imaginer, parce que le Parti québécois a gardé le pouvoir, mais c'est d'un point de vue assise démocratique, c'était branlant, il faut dire les choses. Dans le même temps, le gouvernement fédéral a essayé, puis je dirais même avant, a essayé d'étrangler le Québec financièrement. Quand je vous disais, les conséquences d'un référendum sont toujours très, très graves. En 1982, ça a été le rapatriement de la Constitution au détriment du Québec. Et bon, on sait les conséquences. Et puis, en 1984,
14, 95, après 95, là, il y a eu une opération du gouvernement fédéral pour réduire les dépenses fédérales, mais ils l'ont fait beaucoup au détriment des transferts aux provinces. Ça n'a pas juste affecté le Québec, mais ça a affecté surtout le Québec. Et là, nous, on était, employé encore un mot chinois, squeezés, sur le plan financier, entre un déficit qu'on voulait réduire, puis des sources de revenus qui se réduisaient. Quand même qu'on l'aurait dit, on aurait eu l'air de géniard. On l'a dit, mais c'était un message qui ne passait pas. Et des conséquences ont été très dures pour le Québec, d'un point de vue financier, ce qui a fait qu'on était obligé d'arriver à poser des gestes difficiles, à poursuivre quand même le déficit zéro. Et puis on l'a réussi malgré tout ça, donc c'était un tour de force. Puis dans le même temps, il y avait le dépôt de la loi sur la clarté, il y avait des élections fédérales où le même phénomène s'est poursuivi. M. Chrétien a obtenu un peu plus de votes à ces élections que le Bloc, mais le Bloc a eu plus de députés. C'est des messages très contradictoires dans le décor. Et aujourd'hui, on vit avec ces conséquences. Moi, je pense qu'il va falloir que les Québécois reviennent. Je pense qu'il faut se poser des questions de fond. Puis les questions de fond, c'est est-ce qu'on veut vraiment le construire, le solage de la maison, ou bien si on veut toujours construire sur le sable? Là, on est obligé juste de passer le balai, là. On balaye le sable. Mais durant ce temps-là, le solage n'est pas là. Il va falloir revenir à cette question de fond, fondamentale. En 2001, janvier 2001, M. Bouchard démissionne, quitte à la surprise générale. Il est remplacé par M. Landry. Vous profitez de la même période pour vous retirer pour de bon. Y avait-il une ou plusieurs raisons? Bon, écoutez, moi, j'avais fait 8 ans et demi avec M. Lévesque. J'ai fait ensuite 11 ans et demi, je pense que c'est 20 ans, moins peut-être quelques jours. Je considérais que j'avais donné ce que j'avais à donner, puis c'était le temps de passer la main. Moi, je m'entendais très, très bien avec Lucien Bouchard. J'ai travaillé, et je dirais que de façon très agréable avec Lucien Bouchard. Et puis, j'étais fatigué, ça c'est vrai. Disons qu'il y a toute une foule de considérations qui ont fait que, pour moi, j'ai jugé que c'était le temps de partir. Je suis parti, j'ai essayé de le faire avec le moins d'éclat possible. Donc, 2 jours avant la formation du nouveau cabinet, ou dans la fin de semaine qui a précédé, j'ai informé M. Landry que je voulais démissionner. Et puis, voilà, j'ai démissionné le même jour. Puis, on a parlé de M. Bouchard, mais on n'a pas parlé de moi le moins possible. C'est ce que je voulais. Vous avez travaillé sous 3 chefs. M. Lévesque, M. Parizeau, M. Bouchard, quelle relation aviez-vous avec chacun d'eux? Bien, c'est très différent. C'est très différent, c'est bien sûr. M. Lévesque, c'était quelqu'un qui était d'une génération avant nous. C'était le chef incontesté. Pour nous, Lévesque, c'était un des meneurs, sinon le principal meneur, mais le meneur de la Révolution tranquille. On l'avait vu de loin. J'étais ici à l'université, puis un soir, j'étais venu assister au débat, puis il y avait Lévesque, Général Lajoie, puis Kérans, qui étaient à la même commission. Pour nous, c'était des héros. C'est des gens qui brassaient des affaires, puis qui allaient dans le bon sens. Alors, quand on arrive au gouvernement, qu'on a un tel chef, il y a un respect, évident qui s'établit. C'était le patron, et puis c'était quelqu'un aussi qui nous poussait dans le dos pour qu'on avance, qu'on réussisse des réformes. C'est quelqu'un qui voulait réformer le Québec, vraiment, profondément. Alors, moi, sur la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, bon, quand est-ce que ça s'en vient? Où t'es rendu? Où vous êtes rendu? Il nous vous voyait, M. Lévesque, et nous aussi, on le vous voyait. Alors, ça, c'était très riche. Puis c'était très bien de travailler avec Lévesque. Puis on sentait qu'il y avait un appui profond en ce qui concernait les réformes qu'on voulait amener. Il laissait aller les débats, mais au bout du compte, il tranchait, puis il tranchait correctement. J'ai fait la réforme de la CUM, j'ai eu l'appui de Lévesque. S'il ne l'avait pas eu, je ne l'aurais pas fait. C'est clair, mais la loi de l'aménagement, c'est pareil.
puis une foule d'autres choses. Bon. Les négociations étaient fédérales aussi, on n'a pas parlé de ça, mais ça aussi, ça a été assez allé, surtout au début. Parizeau, c'était un collègue un peu qui connaissait plus la machine de l'État que nous, pour toutes sortes de raisons antérieures. Puis aussi, il n'a jamais manqué d'assurance, M. Parizeau. Alors, lui, c'était notre premier ministre. Ça a été notre chef de l'opposition. Puis dans l'opposition, bien, il avait à trancher. Puis des fois, on n'était pas très content, mais d'autres fois, ça l'était. Mais on avait à se défendre plus. C'était un des acquis du rôle dans l'opposition, que de savoir travailler avec des collègues, puis de gérer ces dossiers pour les faire aboutir, puis avancer un peu. Avec Lucien Bouchard, c'était quelqu'un qui est arrivé, qui avait beaucoup d'aura publique, qui avait un prestige considérable dans la population. Et moi, je l'ai toujours trouvé très agréable. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui pouvait s'exprimer de façon merveilleuse, qui peut encore s'exprimer de façon merveilleuse, et puis qui entraînait la société avec lui. On a travaillé au déficit zéro, on a fait des choses, on a réussi des choses incroyables avec lui parce que il travaillait avec nous, mais il travaillait aussi avec les gens. C'est les négociations pour M. Bouchard, il voulait les réussir. Moi aussi, je voulais les réussir avec la fonction publique et les réseaux. Et il a réussi à signer avec eux. Sauf avec les infirmières, c'est le seul cas. Mais tout l'ensemble, tout le reste, ça a été réussi. Et pour lui, c'était une plume à son chapeau. Puis moi, en tout cas, j'ai travaillé avec lui là-dedans. C'était mon dossier, mais disons qu'il regardait aussi par-dessus mon épaule dans cette fonction-là. Les réunions se passaient souvent sous le signe de l'humour. Lucien Bouchard, c'était quelqu'un qui détendait une atmosphère. Mais je me méfiais quand même un peu de lui, parce que quand il nous envoyait des compliments, je me demandais toujours au bout combien ça me coûterait. Avez-vous eu à payer? Pas personnellement, mais ça voulait dire qu'il y avait des choses à nous demander ou quelque chose à nous dire qui n'était pas, pas dans le même ton. En ce qui concerne l'option souverainiste, à votre point de vue, est-ce qu'elle est en perte de vitesse ou aussi nécessaire que vous l'imaginez au départ? Écoutez, moi, quand je militais pour la souveraineté du Québec en 1960, je me disais, dans 10 ans, on va se donner 10 ans pour faire ça. Puis j'entendais le même discours sur la rue Saint-Jacques. Puis il disait, des gens qui nous disaient, ah oui, moi je suis d'accord avec l'indépendance du Québec, mais on n'est pas prêt tout de suite dans 10 ans. Arrivent les référendums, après 80, dans 10 ans on reviendra. Bon, on est revenu dans 10 ans dans l'opposition, puis en 94, ça a pris 15 ans. Après 95, j'entendais le chef de l'ADQ dire « Ah, pour 10 ans, on n'en parlera pas. » Puis il y a encore ça. Le problème, c'est que les Québécois, je crois, voudraient qu'on ait tous les pouvoirs, qu'on les exerce, mais quand arrive le moment de décider, là, ils hésitent. Puis il y a toujours une objection qui circule, puis qui, là, prend le dessus du pavé, puis... Au fond, dans tout ça, il y a la peur du risque. Quels sont les risques? Moi, je pense qu'il y en a peu, qu'il y a beaucoup de gains à la souveraineté, que les risques peuvent être momentanés, mais c'est pas significatif par rapport à l'ensemble. Alors, il va falloir que les Québécois reviennent à ça. Parce que s'ils prétendent qu'ils sont distincts au Canada, le Québec, c'est un peuple distinct, c'est un peuple qui a des exigences différentes, bien, il faut qu'il tire les conséquences. Perte de vitesse, ça, j'ai vu des situations se renverser dans l'espace d'1 mois en politique, sur 50 ans, mettons que je partirais à 50, sur 60 ans. C'est long, 3 mois en politique. Et puis, pour peu qu'il y ait une lumière au bout du tunnel, tous les inconvénients, tous les problèmes de l'heure viennent de prendre une dimension moins importante, puis là, on se pose des questions de fond. Donc, perte de vitesse, c'est toujours relatif. Le leadership de l'évêque était contesté
en septembre 1976 par une partie importante du caucus, qui était juste 6 députés, vous allez me dire, mais ça s'étendait aussi. Et puis, il était premier ministre 2-3 mois après. 3 mois après. Et puis, les gens qui avaient contesté, je pense qu'ils se tenaient à carreau, pour avoir une expression polie. Alors ça, c'est un revirement. Trudeau venait de dire que c'était fini l'indépendance au Québec. Ah bon? C'était fini, puis pourtant, il était en face d'un gouvernement souverainiste 3 mois après. Après votre retraite de la vie politique active, vous êtes quand même revenu prendre du service avec Mme Louise Arel dans le dossier des fusions municipales. Ça, c'était pas facile. C'était un mandat quand même relativement court qui a consisté à peut-être établir certaines choses qui ont aidé à faire avancer les dossiers. Ceci étant dit, moi, j'ai appuyé Louise Arel dans sa réforme, dans son projet de fusion, surtout sur l'île de Montréal. Moi, je pense que je n'ai pas eu une contribution très importante là-dedans. Je crois que d'un point de vue professionnel, un des éléments, une de mes contributions, c'était surtout de dire, écoutez, oubliez les dettes du passé, ne cherchez pas à partager les dettes sur le passé. Cela crée des guerres que les gens ne se pardonnent pas parce que ça revient sur toutes les discussions passées. Et puis j'avais dit à certains, écoutez, une dette comme celle de la Ville de Montréal, mettons, ça a un horizon de 20 ans. Vous empruntez sur 20 ans. La dette moyenne est de 10 ans. Dans 10 ans d'ici, ça sera fini. Puis il n'y a plus personne qui va en parler. Puis il n'y aura pas de guerre de religion sur l'île de Montréal à cause du partage des dettes. Alors, je crois que cet élément a convaincu et a aidé à ce qu'un certain nombre de municipalités acceptent la fusion. Pas toutes, mais un certain nombre. En 2006, vous avez tenté un retour en politique active, mais avec le Bloc québécois. Vous vous êtes même présenté dans Outremont. Vous avez perdu contre Jean Lapierre. Qu'est-ce qui vous incitait à revenir? Ah, mon Dieu. La politique, c'est toujours une foule de circonstances, mais ça fait rien. On va en parler un peu. Au printemps 2003, le Bloc québécois me demande si je participerais à un comité pour examiner les finances fédérales. Moi, j'étais rue Saint-Jacques. Professionnellement, j'étais dans une boîte de comptable agréée. Puis j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a trouvé sur les dépenses fédérales? Parce qu'il disait, vous avez été président du Conseil du Trésor, vous connaissez ça. En tout cas, bon, bref. Je flattais un peu pour que j'accepte. Finalement, j'ai accepté de présider un comité de travail pour examiner les dépenses fédérales. Là, vous me posez la question sur l'élection de 2006. Bon, dans Outremont, on cherchait des candidats. Jean Lapierre, organisateur général du Parti libéral, toujours sur la place publique. Il n'y a personne qui voulait aller là. Moi, je suis un résident d'Outremont. Si vous ne trouvez personne, va y aller. Ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Je faisais ça en blague. Ils ont dit « Hey! Réveille! » Finalement, je suis allé. Les chances de gagner auraient pu être bonnes. Mais le NPD, déjà, a commencé à prendre de la surface politique dans Outremont, notamment à cause de Mylan, un secteur de Outremont. Et puis, je l'ai perdu l'élection. Pas beaucoup, mais on n'a pas maintenu notre taux de participation du vote dans Outremont. Alors, bon, ça a été là, ma dernière expérience en termes électoraux. Disons qu'on va se consoler. Je pense que Jean Lapierre, durant cette élection, s'est occupé plus de son comté qu'il ne l'aurait fait s'il n'avait pas été là. Donc, on l'a occupé un peu. Est-ce que vous avez continué à militer pour le Bloc ou le PQ oui. Par la suite? Ben oui. J'avais mis le petit doigt dans le tordeur avec le comité sur les dépenses du fédéral, plus une autre chose. Puis là, il
Il y avait un poste de trésorier. Ils m'ont dit, il faut occuper le poste de trésorier. Ah oui. Entre-temps, la vice-présidente a des problèmes de santé. Du Bloc québécois. Du Bloc québécois. Alors, on dit, on va être vice-président par intérim. Bon, un vieux de la vie, devenu vice-président par intérim. Puis après, dans un conseil général, ils m'ont nommé président, fait que vice-président. Alors, j'ai été vice-président jusqu'à la fin. Là, je n'ai pas renouvelé mon mandat au 31 janvier 2009, à 72 ans, puis sortir de là à 76, non. Je dis c'est la fin, mais je demeure toujours en bonne relation avec le Bloc, puis avec le Parti québécois aussi. Moi, je suis un militant d'un parti politique. Je pense que les Québécois seront heureux quand ils auront fait leur souveraineté et leur indépendance, puis je continue à y travailler. Pour moi, c'est primordial pour eux. Les plus beaux moments de votre vie politique? Mon Dieu. Là, il y en a plein. Je crois que l'élection dans la Belle en 1976 a été un beau moment. J'appellerais ça un moment de grâce, si vous me permettez. C'est... oui. On oublie ce qu'est un parti politique. On n'en voit que l'aspect partisanerie, parfois ridicule, je l'admets, mais qui est réducteur à l'Assemblée nationale lors des débats contestés sur des projets de loi, c'est-à-dire lors des débats sur des projets de loi contestés. Mais un parti politique, c'est une famille politique qui se construit dans un comté. Dans le comté Labelle, nous avions connu une association qui est partie avec moins de 200 membres, qui a grandi élection après élection, qui s'est retrouvée au moment du référendum et de l'élection de 81 avec 3000 membres. Ce sont des gens qui travaillent bénévolement pour des questions politiques, pour des opinions politiques, qui échangent. Et puis, c'est éminemment respectable dans une démocratie. Pour moi, c'est ça, un parti politique. Le droit à la dissidence devrait être normal, selon vous? Oui, ça doit s'exprimer dans un certain cadre, le cadre de la solidarité, mais on doit, les médias aussi doivent rendre compte de ces nuances-là, parce que ça fait partie de la démocratie. Je regrette qu'à chaque fois qu'il y ait des prises de position d'un député, de quelqu'un, on le présente sous l'aspect chicane. Je pense qu'il faut que ces nuances-là s'expriment. Puis il faut admettre que des choses se disent et ne pas juste les présenter sous l'aspect chicane. Parce que là, ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui peut parler. Jusqu'à un certain point, disons, je lançais une petite flèche. Les médias, je ne parle pas des journalistes, je parle des médias dans leur ensemble, ont conduit à gommer ces nuances-là parce que les autres, ils cherchent un clip de 8 secondes. Et, ils ne donnent pas le temps de prendre 30 secondes ou plus pour qu'un politicien exprime sa pensée, ce qui existe dans d'autres pays. Quel souvenir vous souhaiteriez qu'on garde de vous? J'aurais aimé qu'on garde le souvenir qu'on a fait l'indépendance du Québec. J'aurais aimé. J'ai été juste un artisan sur le chemin qui devrait y conduire. Ce souvenir-là, en tout cas, j'ai tenté d'être un militant, surtout, d'abord et avant tout, comme député, comme membre d'un parti, comme député, comme parlementaire et comme ministre. Alors ça, c'est, disons, un militant de souveraineté, un militant de l'indépendance. Ça a été le début de mon action politique, de toute ma formation. Puis c'est encore, je pense, ce qui devrait amener les Québécois à dire oui. Merci beaucoup, M. Léonard. Je vous en prie.